Hein. Bonsoir. Il y a un paradoxe dans le calendrier. Nous venons de célébrer Hanouka. Et Hanouka, comme nous l'avons dit, je crois, la dernière fois, a ceci de particulier par rapport aux autres galouillotes, que c'est une véritable victoire, une mini-victoire. Je m'explique. Les Arba Malchouyot sont mishtabdim sur Israël, c'est-à-dire ils puisent leur force d'Israël, ils apprennent à Israël. C'est le cas de Bavel, c'est le cas de Parasumadaï, de Yavan, de Edom. Alors, certes, il y a un moment où les xérotes se terminent. Mais lorsque les xérotes de Bavel se sont terminés, ce n'est pas pour autant qu'Israël a récupéré ce que Bavel lui avait ôté, lui avait pris. Donc, ce qui a été pris par Bavel à Israël n'est pas revenu. De même, Parasumadaï. Par contre, pour Yavan, c'est comme dit le Rambam, Chazra Malchut Israël, la Malchut que Yavan avait prise à Israël est revenue pendant 210 ans. Donc, il y a une véritable victoire. On récupère ce que Yavan nous a ôté. Il semble qu'il y ait là un nitzachon, pas simplement une cessation. C'est pas un cessez-le-feu, quoi. C'est un véritable nitzachon. Et d'un autre côté, alors que nous venons à peine de célébrer cette victoire-là, juste après, prochaine date anniversaire, c'est Asara Betevet. Et Asara Betevet, c'est un tzom qui, selon ce que dit Chazal, c'est un tzom qui a trois dimensions. C'est le tzom, bon, comme nous le disons, c'est le tzom le plus évident, c'est le début du Matzor sur Yerushalayim. C'est aussi la mort de Ezra Sofer. Et enfin, c'est les 3 jours de Rocher qui se sont abattus sur le monde lorsqu'on a traduit la Torah en grec, les 2 fois où la Torah a été traduite en grec, 3 jours de Rocher. Et 3 jours de Rocher, c'est ni 2 ni 4. 3, ça veut dire que c'est une chazaka. C'est quelque chose d'essentiel. Ce qui se passe en une journée, ça peut être épisodique. C'est un épisode, c'est un moment. Non, mais quand c'est 3 fois, c'est une chazaka, ça veut dire qu'il y a un véritable Rocher, comme le Rocher Mitzrayim. Et ça renvoie à ce que Chazal disent, Yevanim, Yavan, c'est Rocher, Shirchiru et Enem chez l'Israël, Big Zero TM. Alors, on a fini avec Hanouka et juste après, on y est de nouveau. Avec Yavan, on a terminé et on recommence avec Yavan. Comme si le Nitzachon sur Yavan n'était pas absolu et que Yavan, c'était comme ce monstre à 7 têtes qui renaissait de ses cendres et qui était toujours présent. Ça veut dire en 2 mots que Yavan n'est pas simplement présent dans l'empire grec, mais que le grec se trouve un peu diffus partout. Voilà. Un grec, c'est toujours quelque chose qui existe. Ce n'est pas nécessairement les Grecs d'Athènes qui représentent ce qu'on appelle le principe de Yavan, qui est mitnaged à Israël. D'ailleurs, Yavan, l'autorité de Yavan sur le monde était très courte, et encore plus le moment de la chorma de Yavan, c'était vraiment un bref moment dans l'histoire de la Grèce. Mais malgré tout, la Grèce, le grec existe. Alors, si vous arrivez, pour certains d'entre vous, de faire escale à Athènes, vous avez dû remarquer qu'à Athènes, il n'y a plus de grec. Il n'y a pas de grec. Il y a des gentils pêcheurs, mais il n'y a plus d'Yavan. Il n'y a plus de grec. Par contre, le grec, vous pouvez les trouver en Allemagne, vous pouvez les trouver chez les Allemands, vous pouvez les trouver chez les Français. On peut trouver le grec ailleurs qu'à Athènes. Donc, être grec au sens de Yavan, c'est pas avoir la nationalité grecque, habiter les îles. C'est pas ça. C'est être porteur de ce qu'on appelle la chorma de Yavan, qui, elle, est mitnaged à Israël. Or, cela, ça perdure malgré la disparition de Yavan. C'est pour ça que la question de Yavan, c'est une question d'actualité. On ne l'a pas résolue après le Nitzachon de Hanouka, ce qui n'est pas du tout du même type que l'empire de Bavel ou de Parasumadaï. Bavel, ça y est, on n'a plus rien à faire avec Bavel. Bavel n'existe plus. Parasumadaï, c'est une histoire pour nous. Achashverosh, Purim. Mais on n'a plus de confrontation avec Parasumadaï. Par contre, la confrontation avec Yavan, elle existe. Alors, elle se trouve où, cette confrontation avec Yavan? Elle se trouve en Occident. C'est l'Occident. L'Occident qui est
la civilisation dans laquelle nous avons baigné, nous baignons toujours. L'Occident, c'est-à-dire Rome. Rome. Et il y a un Ramban très connu dans Parashat Balak et ailleurs encore, où le Ramban parle de Italia Shel Romi, c'est ce que le Gemara dit, et il dit qu'en réalité, Rome est le successeur de Yavan. C'est quelque chose que chaque helléniste connaît. Ouais, bon, j'ai un peu consulté les textes. Il semblerait que ce soit quelque chose de fort connu, que Rome s'est construit totalement sur la pensée grecque. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a une Gemara qui dit, la Gemara, elle dit que, elle dit ça pour Babel, mais Babel, ça nous importe peu. Elle dit ça pour Rome, que Romi en a l'octave vélo lachon. Il n'a ni d'octave, il n'a pas d'écriture, ni de lachon, ni de langue. Ça a s'arraché les cheveux, quoi. Le latin, le latin. Le latin, c'est pas une langue. C'est une langue très riche. Oui, non, mais à l'époque d'Agmara, elle n'était pas, à l'époque d'Agmara, elle n'était pas morte. À l'époque d'Agmara, elle était extrêmement usitée. Et il y a des textes d'Agmara qui parlent de Rome. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, évidemment que pour Chachamim, quand on parle d'une langue, ce n'est pas un phénomène linguistique. C'est pas ça un lachon, c'est pas un phénomène linguistique. C'est pas toute langue parlée qui s'appelle un lachon. La preuve en est, il y a Shivim Leshonot. Et il y a toujours Shivim Leshonot. Oh, tu fais un compte de tous les langues qui sont usitées et parlées, il y en a beaucoup plus que 70, plus que 1000. Mais on parle non pas d'une langue comme phénomène linguistique, mais d'un événement de pensée. Un événement de pensée. Les langues portent en elles une pensée, une modalité propre à chaque langage. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre Oil Moshe Ba'er et Torah Azot. Il y a 70 interprétations de la Torah qui font parallèle au Shivim Leshonot. À ce propos-là, Chachamim peuvent dire Rome n'a pas de langue. C'est-à-dire que sa langue n'est pas un phénomène de pensée. Alors, il faut bien comprendre. Si vous prenez, je ne sais pas, un dialecte d'une tribu qui a en tout et pour tout 300 mots pour parler, évidemment, il n'y a pas de phénomène de pensée. Mais chez les latins, il y a de la pensée. Alors, qu'est-ce que ça signifie que Enlo lachon? Malgré tout, il y a une... Alors, Tosfot explique, c'est pas qu'il n'y a pas de la pensée, mais cette pensée est prise de Yavan. Edom a récupéré la pensée de Yavan. Donc, il n'y a rien de neuf. Voilà, ce n'est pas nouveau. La vitalité de la pensée de Edom, c'est ce que Yavan a produit. Donc, on ne peut pas parler d'une nouvelle langue. Il n'y a pas une nouvelle langue, ce n'est pas une langue supplémentaire que celle qu'il y avait déjà dans Yavan. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Edom? Qu'est-ce que c'est alors? Quelle est la touche propre à Edom? C'est qu'il a simplement pris cette pensée qui était vécue au niveau individuel et il a donné une dimension étatique. Il lui a donné une dimension de cité. Il lui a donné une dimension d'organisation politique de la cité à travers il y a eu, à travers Edom, cette volonté qui a été réalisée pendant longtemps, qui a été réalisée et dont nous bénéficions, enfin, je ne sais pas si c'est un bénéfice, dont nous avons encore les fruits aujourd'hui, de prendre cette forme de conception du réel et de la réalité et de construire les relations humaines, de construire les cités, de construire les sociétés à travers cela. Edom, c'est la puissance du glaive romain au service de la pensée grecque. Et qu'est-ce que fait cette puissance militaire? Elle utilise cette puissance militaire pour pouvoir asseoir la pensée grecque, non pas comme étant une pensée théorique, mais que ce soit l'expression même de la vie des sociétés. Et c'est comme ça que Edom a permis de prendre cette pensée de Yavan, d'être machlit ota, de dominer la pensée de Yavan sur le monde. Ça, c'est l'Occident. En fait, l'Occident, c'est quoi? C'est le logos grec et les légions romaines. Voilà, les deux ensemble. C'est la philosophie et la politique ensemble, c'est ça Rome. C'est pour ça que d'un côté, la Gemara peut dire que Rome est la l'octave velolachon, et d'un autre côté, la Gemara dira que, ça c'est le Midrash dit que
Im yomer lecha, yesh chokhma bagoyim ta'amin, et le Midrash cite ce pasuk, ve'avadti chachamim me Edom, tifuna me Aresav. Chachamim, Edom, mais chachamim c'est Yavan. Yavan c'est la chokhma. Or, ve'avadti chachamim me Edom, parce que lorsqu'il y aura bacharit ayamim, cette aveda de la chokhma, eh ben cette chokhma se trouvera chez Edom. Chez Edom. Donc, notre Occident, c'est la chokma de Yavan. Mais c'est une chokma de Yavan qui a été étatisée, qui a été généralisée, qui a été structurée comme moyen de gouvernementalité et de ce qui crée, de ce qui est la forme même de nos sociétés. Ça, c'est là notre situation. Voilà pourquoi on n'en a pas fini avec Yavan. Du tout. Du tout. Et qu'on a beau avoir une victoire relative dans le temps, qui est signifiée par Hanouka, juste après, on embraye à nouveau sur la Milchama avec Yavan. On n'en a pas terminé avec la Milchama avec Yavan. Et cette question de savoir si on est Mityaven ou pas, c'est le terme. Mityaven, c'est devenu un générique pour tout celui qui adopte la Chokhma de Yavan. Mais qu'est-ce que ça signifie Mityaven? Mityaven, c'est un principe d'assimilation, mais pas une assimilation politique, une assimilation de savoir. C'est lorsque le Yehudi ne veut plus être un Yehudi de Limoud, il préfère à la place, en lieu et place du Yehudi de Limoud, être un Yehudi du savoir grec. Ça, c'est le problème du Mityaven. Et bien, Bémet, cette Chokhma de Yavan, elle a un attrait fou. Elle a un attrait fou. Pour peu qu'on est un peu intéressé par la Chokhma. Et en réalité, comme dit le Maharal, les autres empires, ils ne sont pas vraiment en compétition avec Israël. Qu'est-ce qu'un Yehudi qui se respecte a à voir avec Bavel? Ou qu'est-ce qu'un Yehudi qui se respecte peut être perturbé par Paras ou Madaï? Qu'est-ce que propose Bavel? Bavel, c'est le principe de la puissance, de la force, du pouvoir. Un Yehudi, il a autre chose à chercher dans le monde que la puissance et le pouvoir. Paras ou Madaï, c'est le principe de la jouissance, du plaisir, du bonheur, l'hédonisme. Qu'est-ce qu'un Yehudi qui se respecte a à voir avec tout cela? Ça ne l'intéresse pas. Donc, en fait, un Yehudi, face à Paras ou Madaï ou à Bavel, ou à leur forme moderne, il n'est pas un Yehudi qui est authentique. Ça n'intéresse pas. Ça ne lui parle pas. Alors, je ne parle pas de nous. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça me parle, mais enfin, ça ne devrait pas nous parler. Si on était un peu Yehudi, ça ne devrait pas parler. Par contre, la Chokhma, ça parle à un juif. À la Chokhma, ça parle. Ça parle parce que c'est ce qu'on fait toute la journée. Et qu'être Yehudi, c'est s'attacher et s'atteler à la Chokhma. Et on ne va pas nous dire que la Chokhma grecque, c'est n'importe quoi. Oh, c'est rien, c'est stupide. Ça n'a rien de stupide. Et donc, ça a un attrait, pas simplement par l'excitation intellectuelle, c'est plus que cela. La Chokhma, connaître, savoir, connaître. Le savoir, c'est quelque chose de très pertinent. Un Yehudi, il est Oef Chokhma. Par définition, il passe sa vie à la Chokhma. Donc, il est Oef Chokhma. Et un Yévani, un philosophe, il est philosophe, il aime le logos, il aime la Chokhma, il aime la sagesse. Il aime la sagesse. Voilà pourquoi dit le Maharal, l'opposition entre Israël et Yavan est beaucoup plus absolue et virulente que l'opposition entre Israël et les autres nations. Ça ne nous parle pas, ça ne nous affecte pas. Par contre, Yavan nous affecte au plus haut point. Et si aujourd'hui, malheureusement, là, c'est plus vraiment de mise, c'est pas parce qu'on a fait un effort et qu'on a combattu Yavan. C'est parce qu'on n'est même plus assez Yehudi pour pouvoir aimer la Chokhma. C'est un malheur. Un malheur. Mais le fait de dire ou de supposer que la Chokhma de la Torah, elle est totalement différente essentiellement que la Chokhma Ah de oui, mais la... en quoi elle est différente? En quoi elle est différente? Il faut pour 2 plus 2 font 4. Le Sechel juif et le Sechel goy, c'est le même. Il n'y a pas de raison quand on va analyser un fait, on ne va pas l'analyser différemment. Pourquoi c'est différent? C'est précisément ça que j'aimerais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Où se joue la différence? À quoi on aurait quoi? On en saurait plus qu'eux.
on serait plus intelligent qu'eux, on a plus de savoir. Mais où ça se joue? Où ça se joue? Où est-ce que ça se joue? Qu'est-ce qu'on a gagné en fin de compte, la Hanouka, alors? On a gagné la possibilité de surmonter cela. C'est comme une promesse qu'il y a tout le temps une possibilité de récupérer la malchoute de Yavan. Ce que tu ne peux pas face à Bavel et à Parasumadaï. Face à eux, tu es impuissant. Tu dois attendre l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui les détrône, qui les met au banc de l'histoire et voilà, ils sont oubliés. C'est tout ce que tu peux attendre. Par contre, de Yavan, tu as cette capacité propre par le Koach HaTorah qui t'est donné d'être Midgaber. Et qui a fait la guerre contre les Evanim? C'est les Kohanim. Sifte Kohen, Ishmerudat, Vetorah, Evakshu Mipiou. C'est les Kohanim en tant qu'ils sont marzik la Torah. Et lorsque les Evanim, ils ont voulu être métamés, ils sont métamim le Shemen. Et le Shemen, c'est le symbole de la Chorma. Donc, il s'agit d'une question de Toum'a, de Toum'a de la Chorma. Est-ce qu'on a une Chorma qui nous éclaire, qui est Théora, qui éclaire, Chormat Adam Tahir Panav, où on a une Chorma qui est métamé, qui est de l'ordre de la Toum'a, du Timtum. Et ça, c'est le Yavan. Le Yavan, il est métamé, la Chorma juive. Le Sechel juif, il l'impurifie. Et c'est pour ça qu'il revenait aux Kohanim, qui, eux, sont de l'ordre de la Voda et donc d'une Tahara de la Chorma, d'être Nilcham contre Yavan. Ça veut dire que d'un côté, on nous annonce qu'on n'en a pas fini avec Yavan, qu'on n'en aura jamais fini avec Yavan, et d'un autre côté, on nous dit, mais on a en nous la ressource de surmonter. Et c'est ça ce qu'il y a de très fort dans le Nes de Hanouka, que ce Nes de Hanouka, il vient d'une initiative des Bnei Hashmonaïm. C'est eux qui ont décidé de prendre les armes. Et ils ont décidé de prendre les armes sans aucune nécessité. Alors, vous avez 3 tkoufot. La tkoufa des Nevim, Memchet Nevim. Là, c'est clair, c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient à travers la voix des Nevim. Il fait dire des choses au clan Israël. Puis après, on a la tkoufa du Rocher, de la Galoute. Il n'y a plus de Nevim. C'est Purim. Mais Purim, certes, il y a encore le Rocher, mais Akadosh Baruch Hu s'arrange à organiser l'histoire de de telle façon que le clan Israël est obligé de réagir. Comment? Tu as une xéra. Tu as une xéra de Klaya. Évidemment que face à une xéra de Klaya, on bouge un peu. On ne va pas rester les bras. On bouge. Alors, on fait des tsomotes, on fait des taniot. C'est normal. Donc, ici encore, on a l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui il est malchit otanu. Mais Yavan, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les seuls xérotes, c'était sur le date. On aurait pu dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, on attend que ça passe. On attend que ça passe. Et là, il y a eu la hazout des Bnei Hashmonaïm, cette audace folle des Bnei Hashmonaïm qui ont pris les armes. Sans que rien ne soit obligé, sans aucune nécessité, sans aucune contrainte extérieure. Donc, c'est un mouvement intérieur des Bnei Hashmonaïm. Ça a amené un résultat, une victoire partielle, temporaire, mais c'est quand même une victoire. Et ça signifie que, certes, d'un côté, nous sommes en plein dans Yavan et nous y sommes plongés totalement à travers cette participation de Yavan, cette diffusion de Yavan dans le monde aidé par Edom, structuré par Edom, mais d'un autre côté, nous sommes en tant que descendants des Bnei Hashmonaïm, enfin descendants pas généalogiquement, mais en tant que talmidim de ce mouvement des Bnei Hashmonaïm, on est capable d'avoir cette azout-là de retourner la situation. Ça, c'est notre... Si Edom, c'est le type de Yavan, pourquoi ça justifie que c'est un quatrième Galoute? Il est différent. C'est pas Yavan. C'est Yavan avec la technique, c'est Yavan qui récupère en même temps le pouvoir de Bavel, c'est Yavan qui utilise cette Rochma dans la pure jouissance. C'est pas que Yavan. Il a utilisé Yavan et il l'a structuré, mais c'est pas que Yavan. C'est beaucoup plus. Donc en fait, le quatrième empire, Daniel le perçoit comme pas un des 3 animaux, mais comme une sorte de monstre hybride qui revêt les traits des 3 premiers. Voilà. Il n'y a pas plus Yavan que les 2 autres. Je ne sais pas. Non. Il y a aussi Yavan.
Alors, essayons de dire quelques mots de cette confrontation avec Yavan. Alors, comme chacun sait, Daniel, dans son songe, il perçoit les Arba Malchouyot sous le trait d'animaux. Alors, l'animal qui est représentatif de Yavan, c'est le Namer. Namer. Or, la Trouna du Namer, c'est la Azout. La Azout. La Azout. Heveaz Kanamer. De la Azout, on a deux particularités. D'un côté, la Azout, c'est quelque chose d'extrêmement positif, à tel point que la Mishnah nous dit Heveaz Kanamer. Et d'un autre côté, la Azout peut amener aux pires choses. Az Panim, la Gehenam. Poshet Panim, les Ganeden. Donc, vous avez la Azout peut être positive ou négative. Vous avez deux animaux qui sont Az et Nefesh. Vous avez le Namer qui est Az, et ça a l'air d'être positif, et Az Kanemer. Et vous avez la Azout vers Klavim, Az et Nefesh. Et ça, c'est une Azout qui est totalement négative. Donc, nous avons deux types de Azout. Que signifie la Azout de Yavan? Que signifie la Azout de Yavan? Alors, ça, c'est la Azout clairement de la Chorma. Puisque Yavan, c'est le principe de la Chorma. Yavan, c'est le principe de la Chorma, et la Chorma relève de la Azout, c'est un pasouk, à Chorma ta'iz le Chacham. La Chorma donne la Azout au Chacham. Qu'est-ce que c'est que la Azout du Chacham? Maharal s'explique. Qu'est-ce que la Azout? C'est quoi Azout? Azout, c'est le fait de ne pas être affecté. Être affecté, c'est subir. On subit. On est affecté par des choses extérieures. Le Chacham, il est az. Alors, si on devrait traduire en français le mot az, j'aurais dit l'audace. L'audace du Chacham, qui est imperturbable face aux événements extérieurs, face au monde extérieur, qui ne se laisse pas affecter par le monde extérieur, mais qui, au contraire, prend le dessus sur le monde extérieur. Ça, c'est la Azout de la Chorma. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que la Yavan a apporté au monde? Pas au monde juif, au monde en général. Quelle transformation dans le monde? Le monde avant Yavan, c'était un monde qui était peuplé de forces occultes. On ne connaissait rien, on ne comprenait rien au monde. Donc, on voyait toutes sortes de phénomènes naturels qui nous étaient totalement, qui à l'humanité ne comprenaient rien. Et donc, ils étaient persuadés, les gens, les hommes, les individus, pensaient que tous ces phénomènes dont la logique leur paraissait complètement insaisissable, il n'y avait aucune logique, ils pensaient que le monde était habité de forces mystérieuses, occultes, et qu'il fallait donc essayer par des sacrifices, par des prières, par toutes sortes de choses, de s'accommoder ces forces-là. Donc c'était un monde mystérieux, un monde plein de mystères, un monde un monde sacré, un monde qui était habité par des forces qui nous dominaient, qui étaient... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle être affecté par ce monde-là. Un homme, là, vit dans ce monde, il est totalement passif et il reçoit un monde qui va diriger sa vie, quoi. À travers les événements de la nature, c'est le dieu des mers, le dieu du soleil, le dieu... Arrive le grec et il dit une chose suivante, en principe, sinon en fait, tout peut être compris. C'est pas vrai. Il n'y a pas de mystère. Le monde n'est pas mystérieux. Le monde n'est pas mystérieux. Le monde se lit comme un livre. Tu peux lire le monde, tu peux le comprendre. Et c'est cette force, cette puissance de la sagesse et du savoir que de définir, de comprendre, de comprendre le monde. Comprendre le monde, ça signifie justement chasser tout ce qu'il y a de mystérieux dans le monde. En principe, dans le principe, tout peut être compris. Alors, en fait, de facto, non. Mais pourquoi on ne comprend pas tout? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de savoir. Comme on n'a pas assez de savoir, alors on ne comprend pas. Mais plus le savoir avance, plus la science se grandit, et plus nos connaissances se parfaitent. Et on a une compréhension de plus grand performante et plus précise des événements. Mais ça signifie que alors même qu'on n'a encore pas compris grand-chose par rapport à l'énormité de la science à connaître, mais dans son principe, tout est compréhensible. Le réel est raisonnable.
dans le principe, le réel est raisonnable. Il n'y a pas de réel qui ne soit pas raisonnable. Phrase d'un grand philosophe, le réel est raisonnable, ça veut dire tout ce qui est dans le réel peut être appréhendé par raison. Il n'y a pas de chose qui dépasse la raison. Ça, c'est l'audace du grec. Et il faut comprendre, il faut mesurer, c'est une audace énorme. Ben, aujourd'hui, nous avons grandi avec cette affirmation, avec ce principe. C'est un axiome qu'on habite facilement, puisqu'on nous le donne, on grandit dedans. Mais imaginez le grec qui vient dans un monde un monde peuplé de force, et il a cette puissance de penser que non, on peut comprendre, on doit comprendre, tout se comprend, tout ce qui est réel est raisonnable. Et quand vous dites que vous pouvez comprendre, en fait, ce n'est pas simplement une théorie, c'est aussi une action. Parce que qui comprend, prend. Comprendre, c'est prendre, c'est se saisir du monde. Quand on comprend le monde, alors on peut s'en emparer, on peut le dominer. Et puis, ça va être plus tard l'apparition de la technique. Avec la technique, l'homme s'empare et domine le monde, grâce aux techniques. Et on sait combien, par exemple, il y avait des événements comme le tremblement de terre de Lisbonne qui a montré à l'époque, c'était quoi, les grands savants qui ont dit ben, la nature peut être extrêmement violente. Il nous faut développer notre connaissance de la nature pour pouvoir s'emparer de cette nature, la dominer. Donc, il y a clairement une volonté de domination du monde dans cette connaissance du monde. Ce n'est pas juste une connaissance théorique. Il y a une volonté de domination afin précisément de se prévenir contre les malheurs de la nature. Le tremblement de terre de Lisbonne qui avait fait une catastrophe, vous avez Voltaire et d'autres qui ont dit bah, c'est le moment ou jamais de développer une connaissance du monde pour le dominer. Qui comprend, s'empare et prend possession du monde. Ça, c'est la chorma, la hazout du Yévani. Qu'est-ce qu'on dit face à cela? On dit, nous, qu'est-ce que dans la Torah on dit? C'est bon ou c'est pas bon? Évidemment qu'à certains points, c'est bon. Nous aussi, on veut construire des hôpitaux. Nous aussi, on a des voitures et des trains. Oui, évidemment. Ce n'est pas le propre du juif que de s'occuper de cela. Le juif, il n'est pas créé pour faire de la physique ou des mathématiques ou être médecin. Il est là pour étudier, c'est vrai. Mais ça importe. Ça importe. Alors, où est la différence? Qu'est-ce qui change fondamentalement? Et ce qui change, c'est pas qu'on a deux types de sérel, deux types de connaissances du monde, du réel. Comme si le grec, il voit le réel, il l'appréhende avec son intelligence, l'intelligence humaine, et nous, on a une autre interprétation du monde qui nous est venue par Kabbalah. Kabbalah par réception, hein, pas la Kabbalah du Harizal, par Kabbalah. La Chorma, c'est une Kabbalah. Le principe même de la Chorma, c'est Maché Adam, Mekabel, Merabo. Alors, c'est clair que la différence essentielle entre le Chormat Yavan et la Chormat Israël, c'est que la Chormat Yavan, c'est un phénomène qui est inhérent à la personne, c'est le savant qui observe le monde et qui génère un savoir de lui-même, alors que la Chorma de la Torah, on la reçoit. C'est une Kabbalah. Qu'est-ce que c'est la Chorma? Maché Adam, Mekabel, Merabo. Après, tu développes, tu as la Bina, tu as le Dat. Quel est le Aleph Bet? Quel est le premier moment de la Chorma? Alors, pour nous, le Aleph Bet, Aleph Bina, dit la Gemara dans Shabbat. Aleph Bina. Aleph Bet, le Aleph, le début de tout, c'est Aleph Bina. Aleph, c'est quoi le mot Aleph? Alephra, c'est enseigner. Je t'enseignerai. Il y a quelqu'un qui me parle et qui m'enseigne. Donc, il n'y a pas un type de savoir neutre, c'est un savoir qui est une parole à moi adressée. C'est quelqu'un qui me parle, qui m'enseigne. Ça, c'est le principe même de la chorma. Alors que la chorma yévanite, c'est une chorma neutre. Il y a un savoir. Ça vient de nulle part, ça procède de nulle part, ça va nulle part ailleurs. Je connais le monde pour ce qu'il est. D'accord, je veux bien. Le savoir du monde, quand même. Ah non, on y arrive, on y arrive. Mais alors, si c'est pour connaître le monde, je ne vois pas où la chorma de la Torah va nous apprendre le monde différemment que la chorma des Yavanim. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une physique les hommes ont développée par l'expérience, par les connaissances, la physique?
qui arrive jusqu'à la physique moderne, et il y aurait peut-être une physique qui serait la physique juive qu'on recevrait d'Akadosh Baruch Hu, où on nous donnerait voilà, toutes les lois de la physique. Mais non, évidemment que ce n'est pas ça. Alors c'est quoi cette chorma? C'est tout simplement qu'on ne parle pas de la même chose. La chorma de la Torah ne s'intéresse pas au même objet que la chorma de Yavan. Ce n'est pas qu'on a une autre science sur la même chose, c'est qu'on parle d'autre chose. Et ça, il faut bien se le mettre en tête, c'est ça la différence. La chorma de Yavan, c'est une chorma qui s'intéresse au réel, au monde extérieur à nous. On décrit le monde, on le décrypte, on l'analyse et on fait une science du réel. La chorma de la Torah s'intéresse au Ratzon Eloki. Pas du tout au monde. Pas le monde pour ce qu'il est. Pour le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Au Ratzon qui est le Shoresh avant même de la chorma. Le Ratzon qui est le Keter qui est avant la chorma. Et la chorma, la Torah est chorma. Bien sûr, la Torah c'est une chorma. Mais c'est une chorma qui met en œuvre et qui met en mouvement le Ratzon Eloki. Ce n'est pas une chorma qui s'intéresse au réel en tant qu'il est lui-même. Ce n'est pas ça. C'est simplement d'entendre, enfin simplement, non, ça tous, c'est pas simple, mais c'est entendre dans les diverses, dans notre rapport au monde, comment le Ratzon Eloki va interférer dans nos relations avec le monde. Mais ce que l'on étudie, ce n'est pas le réel, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu qui nous confronte à des situations dans le réel. Rashi dira, Torah. Torah, d'un côté, c'est la Shon Chochma, évidemment, c'est Ora. Mais Rashi dit, si Torah, ça signifie Ora, nécessairement, ça signifie mitzvah. Ça ne peut pas signifier autre chose qu'une mitzvah. Torah, la Shon Hora'a, enseignement. Mais que peut-on enseigner si ce n'est une mitzvah? C'est ce qui Maharal explique ainsi. La question de Rashi qui dit, mais la Torah aurait dû commencer à partir de la première mitzvah. Pourquoi? Pourquoi la Torah aurait dû commencer? Alors Maharal dit, mais parce que c'est le principe même du mot Torah. C'est ça, être Torah. Torah, c'est un enseignement. Un enseignement, c'est un enseignement de la mitzvah. Tu dis, Maharal, tu dis, mais pourquoi il a décidé que l'enseignement doit être un enseignement de mitzvah? Pourquoi il ne peut pas y avoir un enseignement autre que l'enseignement de la mitzvah? Pourquoi on décide? J'entends bien que Torah, c'est Ora, c'est le mot Torah. Mais qui a dit que la Torah, comme Ora, doit nécessairement être un enseignement d'une mitzvah? Peut-être que non. Peut-être que c'est une chorma, connaissance, un savoir. Pourquoi le savoir est-il nécessairement embrayé à la mitzvah? Ben, la réponse, parce que sinon, ce n'est pas une Hora'a. Sinon, ce n'est pas une Hora'a, ce n'est pas une chorma que tu reçois. C'est une chorma que tu développes toi-même. Ce n'est pas une chorma que tu reçois. La chorma que tu reçois, c'est une chorma qui... Pourquoi dois-je recevoir la chorma? Pourquoi je suis en position toujours de réception par rapport au makor de la chorma? Parce que la chorma, c'est la chorma du Ratzon Eloki. Si je devais me contenter de décrire le réel, ben, je pourrais le faire tout seul. Je n'aurais pas besoin d'autre chose que ce que je suis capable de produire comme sens, d'analyser le réel. Mais comme la Torah, c'est le Ratzon Eloki, alors là, tu ne peux pas ne pas le recevoir. Tu ne peux pas générer, toi, le sens du Ratzon. Voilà la différence. Et donc, quand nous parlons de Hora'a, est-ce qu'un maître, est-ce qu'il y a une nécessité de la maîtrise? Je parle du maître-élève. Est-ce qu'il y a une véritable nécessité d'acquérir la chorma dans ce rapport de Rav et Talmid? Ou bien peut-être tout simplement un élève, il n'est élève que parce qu'on doit d'abord être jeune avant d'être vieux. Et qu'on ne peut pas naître avec l'expérience. Un élève, c'est tout simplement une jeune personne qui n'a pas eu le temps encore d'apprendre. Mais c'est tout. Est-ce qu'il y a une nécessité essentielle à l'acquisition de la chorma par le biais d'un maître et d'un élève? Est-ce qu'il faut une maîtrise? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un maître qui fasse grandir l'élève? Le maître, c'est celui qui a la maîtrise, qui connaît, qui maîtrise, et l'élève, c'est celui qu'on va élever à grandir jusqu'à lui offrir cette maîtrise. Est-ce que c'est nécessaire?
Ben non, 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 non. L'élève, il n'est élève que pour un temps, parce qu'il n'a pas encore la capacité de connaître par soi-même. Par contre, dans la Torah, être élève, tu es obligé d'être élève. Mais ce n'est pas pour un temps que tu es élève. Tu es élève tout le temps. Pour autant que tu es chacham, tu restes toujours Talmid chacham. Tu ne peux pas. Ce n'est pas un moment à passer parce qu'il me faut une période d'initiation, d'apprentissage, pour que enfin je sois capable, moi, de générer du sens. Je suis capable, j'ai la maîtrise. Ce n'est pas ça. C'est propre à la chorma de la Torah que d'être transmise de Rav au Talmid. Mais parce que le ratson. Que le boré connaît. Moi, je ne pourrais jamais arriver à ça parce que moi, je suis un Réva. Lui, c'est un boré. C'est une escafade de l'âme que moi, j'aurais pas pu avoir. Je suis un Réva, peut-être. Mais si tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas la comprendre non plus. Donc, d'autres choses d'une. Si elle dépasse ton entendement, tu ne la comprendras pas non plus. Donc, c'est quoi? Alors, pourquoi tu ne pourrais pas la savoir? C'est pas qu'il y a un arrière-monde caché, une scène cachée, que Akadosh Baruch Hu, lui, il voit, il te dit, c'est moi, je vois des choses que tu ne vois pas. C'est pas ça la Torah. C'est pas ça le principe de la Torah. C'est, je t'en prends autre chose. Je suis en train d'organiser le ratson et comment le ratson génère le monde. Alors, le ratson, évidemment, tu ne peux pas avoir de. Seul le balaratson est capable de te dire son ratson. Par contre, si le monde ne s'interprétait pas comme le lieu d'un ratson, mais comme une organisation d'un monde qui est fermé sur lui-même, qui se suffit à lui-même, alors vas-y, regarde le monde. Tu sais quoi, tu n'es pas assez intelligent, prends un peu plus de temps. Tu as besoin qu'on t'apprenne, alors on t'apprendra. Mais une fois qu'on t'a appris, tu le sais toi-même. Donc ça voudrait dire que peut-être même tu as besoin du concours de quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. Tu as besoin du concours parce que tu ne comprends pas assez. Alors on t'explique. Mais une fois que tu as compris, tu n'as plus besoin du maître. Ce n'est pas comme ça que ça se joue. C'est pas cela. Ça, ce n'est pas une ora'a. Ça, ce n'est pas une chorma. La chorma reste jusqu'au bout, une chorma. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais parce que précisément, le principe de la chorma, de la Torah, c'est pas de t'apprendre le réel, c'est de t'apprendre comment le ratson d'Akadosh Baruch Hu s'organise dans ton monde à toi, dans ta réalité. On est au niveau du ratson. Et là, vous avez l'énorme différence, la Nekuda, malgré la proximité de Yavan et Israël, tous les deux Oev Chorma, tous les deux mettent la Chorma au cœur. Mais vous avez ici la différence essentielle. Cette différence, c'est une différence entre la passivité de la Chorma chez Israël et l'audace de la Chorma chez le Yavan. L'audace, nous l'avons dit, ne pas être affecté. Je ne suis pas affecté. Donc, en deux mots, ne pas être affecté, c'est ne pas être mékabel. Or, précisément, la Kabbalah de la Chorma signifie être affecté par une Chorma. Je suis affecté par une Chorma qui me dépasse, qui est en amont de moi. Je reçois la Chorma. C'est une phrase que le Yévani ne peut pas accepter. Qu'est-ce que tu vas recevoir la Chorma? Ma pitom. Tu ne reçois pas la Chorma, tu la découvres. Mais c'est toi qui la comprends. Tu ne la reçois pas. Alors, tu n'es pas très intelligent, tu n'es pas brillant, on va te mettre un maître. Mais ce n'est pas un rave, ça. On va te mettre un maître parce qu'il va t'aider à comprendre. Une fois que tu as compris, en fait, tu lui dis merci, bon, j'ai compris. Ce n'est pas une réception. La hazout, l'audace du Yévani qui ne veut pas être affecté par le monde. Or, il a raison. On n'a pas à être affecté par le réel. Il ne faut pas être affecté par le réel. Mais par la mitzvah, oui. Ah oui, ça c'est autre chose. Face au réel, il a tout à fait raison. On doit avoir cette audace de comprendre le réel. Ne pas être en position de passivité, mais de le comprendre. Face au réel, mais pas face à la mitzvah. Donc, notre type de chorma, qui est la chorma de la Torah, la chorma de la mitzvah, la chorma du Ratzon Eloki, c'est une chorma qui est évidemment qui t'affecte en premier lieu et qui fait de toi un mekabel chorma. Donc, je répète, c'est pas que quand on nous parle de la différence essentielle entre chorma de la Torah et chorma de Yavan, c'est pas qu'on est en train de parler la même chose et que nous, on aurait un esprit qui est un peu différent. Que si tu fais une autopsie de l'esprit juif, tu verrais qu'ils ne pensent pas les choses de la même manière. Non, on pense 2 et 2 égale 4, c'est l'opération
qui vaut aussi bien pour le juif que pour le non-juif. Le Yévani et le Yehudi ils pensent la même chose. On parle d'autre chose. On s'intéresse à autre chose. C'est très profond parce que en réalité, ça a beaucoup, beaucoup d'incidences. On ne va pas toutes les traverser, mais juste peut-être une. Il y a dans le fait que pour le Yévani, il n'y a d'existence que le réel, évidemment. Plus que cela, ça n'existe pas. Il n'y a pas de ratson. Un ratson qui soit en amont de la chorma, il ne connaît pas. Il récuse. Il ne veut pas. Il ne connaît que le réel. Donc, cette compréhension du réel, ça fait que le réel est immuable. Ça forme un tout cohérent. Et ce tout cohérent, c'est cette réalité dans laquelle nous sommes totalement engagés et qui forme notre lieu d'existence. Ce que les Sfarim disent, que la gematria de Yavan, 66, c'est exactement la même gematria que le mot Galgal. Pourquoi le Galgal représente Yavan? Vous l'avez chez le Maral et d'autres encore. Pourquoi le mot Galgal représente Yavan? Parce qu'un Galgal, c'est un cercle. Qu'est-ce que c'est un cercle? Un cercle, en fait, c'est le principe du déterminisme. Cause et effet. Cause et effet. Qu'est-ce que c'est une cause et un effet? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de neuf. Rien ne peut, il ne peut pas y avoir de nouveauté. Tout ce qui existe n'est qu'un enchaînement de cause à effet. Or, si tu connais la première cause, en principe, tu peux connaître tous les effets qu'il y aura. Donc, ça veut dire que tu te trouves dans le cercle, il suffit que tu connaisses l'un des points du cercle, tu peux déjà déterminer l'ensemble. C'est un système clos. Ça va nulle part. C'est qu'un système qui commence et qui se termine. C'est le serpent qui se mange la queue. C'est-à-dire que ça se termine par lui-même. Où est-ce que ce cave-là va se terminer? En lui-même, il va se terminer, puisque tout était déjà déterminé. À Colt, ça fouille. À Colt, ça fouille. Alors, évidemment, on ne sait pas tout. Oui, parce qu'on ne connaît pas exactement la cause et on ne connaît pas les. Mais si on connaissait une cause, on pourrait savoir les effets. Tous les effets. Tous les effets. Donc, en réalité, il y a quelque chose d'immuable. Il n'y a pas de nouveau. C'est normal. C'est normal. Dans la chorma du réel, il ne peut pas y avoir de chadash. S'il y avait un chadash, ça voudrait dire qu'en fait, il y a un manque de chorma. Donc, il n'y a pas de chadash. Il n'y a pas de chadash. Ce qu'il y a, c'est une organisation du réel. Quel est l'idéal grec? L'idéal grec, c'est que chacun prenne sa place dans le cosmos. Chacun prenne sa place dans une énorme réalité qui englobe le tout. Et quand on est dans cette énorme réalité qui englobe le tout, alors on arrive à l'éternité. C'est ça, prendre sa place dans le cosmos. Et par exemple, c'est ainsi qu'ils vont traiter de la question du mal. Enfin, je dis ça de façon très grossière, mais peu importe. Juste pour avoir... le mal, comment on le gère? Le mal, c'est... il y a peut-être un point de mal, mais quand tu l'intègres dans un ensemble qui s'appelle le cosmos, l'ensemble est éternel, l'ensemble est bon. Donc, ce n'est pas le détail qui est mauvais, il peut y avoir un détail mauvais, mais le cosmos, c'est cette organisation du réel dans sa totalité qui, elle, est profondément bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est une vie où tu es en adéquation avec le tout. Tu as ta place. Tu as ta place dans cet ordre du monde. Tu te réconcilies avec un ordre cosmique, l'ordre du réel. Ça, c'est la faute la plus grave pour le grec, c'est l'hybris, la démesure, quand tu n'es pas à ta place. Quand tu dois t'organiser dans... Alors évidemment, après, les civilisations ont changé, mais cette idée-là même, il n'y a pas de changement. Ça fait que, évidemment, le Yévani ne peut pas accepter le principe même du Nes. Quel Nes? Quoi Nes? C'est impensable. C'est un non-sens, le Nes. D'où ça vient? Tout est cause à effet. Tout est fermé en soi. La connaissance est totale parce que tout le réel est raisonnable. Donc, le Nes n'existe pas. Alors, évidemment, s'il n'y a pas de Nissim,
alors le premier des Nissim, le plus grand, le premier des Nissim, à savoir la création, évidemment, ça n'existera pas. Et c'est pour ça que le Yévani est appelé à dire Kadmut Haolam, l'éternité du monde. Évidemment. Ça a toujours été là. C'est immuable, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. Mais si vous avez un monde qui est innervé par le Ratson, le Ratson, c'est quelque chose qui se modifie, qui bouge, qui se transforme, qui évolue. C'est un Ratson. Il y a un mouvement de vie du Ratson. Ce qui m'importe, c'est surtout d'insister sur cette idée que, juste encore une phrase, mais je ne vais pas ouvrir. Le grec, la pensée grecque, par définition, est universelle. C'est-à-dire, si quelque chose est vrai, ça doit être vrai pour tout le monde. Eh oui. Si c'est vrai, ça ne peut pas être vrai pour A et pas pour B. Donc, si une proposition est vraie, elle doit être circulée en tout le monde et tout le monde doit donner son accord. Et c'est comme ça que ça se donnait une pensée. Tout le monde réuni, au milieu une parole commune, et tout le monde devait accepter cette parole. Si elle est vraie, elle doit être acceptable par tout le monde. Et c'est pour ça que le grec, il lui est insupportable l'idée d'une élection d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette élection? Pourquoi lui plus qu'un autre? Mais pas, et si ça avait été un autre aussi, il ne peut pas y avoir de différence entre les hommes. Il n'y a pas d'élection possible. La vérité, elle est commune à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élection? Vous comprenez que ce n'est pas juste une jalousie, ce n'est pas une jalousie. Qui est-ce qui est jaloux de l'élection d'Israël? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'elle nous a apporté comme gloire, cette élection, combien de souffrances, qui est prêt à recevoir notre charge? Non, mais l'idée d'élection, l'idée de choix est impossible. Il y a une vérité. Si la vérité est bonne pour A, elle est bonne pour B. Donc, par définition, la vérité doit englober tout le monde. Elle doit être universelle. Mais dans cette universalité, l'universalité est faite parce qu'on gomme les différences, parce qu'on doit être universel, parce qu'on s'associe tous sur un point commun. On accepte tous la vérité de cette idée. La raison fait sens pour tout le monde, en tant qu'on est tous les mêmes. On peut avoir un nez différent ou une main différente, mais ça ne change pas. Mais pour autant qu'il y a universel, c'est qu'on est tous communs. Alors évidemment, l'idée d'élection d'Israël, c'est pas possible. Et voilà pourquoi le grec, lorsqu'il voit Israël, lui dit mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui le rend fou le grec? Dire Kitvu lachem al keren ashor, en lachem chelek beloke Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous plus qu'un autre? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem vous a choisi? Qu'est-ce que c'est que ça? La vérité ne choisit pas quelqu'un. Si c'est vrai pour tout le monde. C'est uniformément vrai, c'est universellement vrai. Voilà la question du grec. Et c'est ce qu'ils nous font écrire. En lachem chelek beloke Israël. Mais si on parle non pas d'une vérité qui procède d'un réel, qui soit la compréhension d'un réel, mais qui soit l'expression d'un ratson, alors qu'est-ce que la question ne se pose même plus? C'est un ratson. Tu poses toi des questions au ratson. Pourquoi tu veux? Je veux parce que je veux. Et pourquoi que il veut Israël? Parce qu'il veut, c'est tout. Au ratson, on ne pose pas de questions. Si la chorma, c'est une chorma qui est déclinée par le ratson, que le ratson choisissent Abraham et ses enfants et pas un autre, voilà. Et Maral dira suffisamment que la Torah n'explique pas pourquoi Abraham a été choisi. Elle n'explique pas, elle ne veut pas expliquer. Mais pourquoi Abraham et pas un autre? Mais pourquoi il ne faut pas expliquer? Parce que ça relève du ratson et que le ratson n'a pas à être expliqué. C'est gratuit. C'est une décision, c'est une volonté. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas l'expression d'une raison, c'est l'expression d'une volonté. On fait passer du registre de la raison au registre de la volonté. C'est ça ce qui change. Alors, on n'explique pas une raison. Une volonté, on n'explique pas. Une raison s'explicite, une volonté, non. Si on devait donner des comptes du raton, ce ne serait plus un raton. Alors, on ne peut pas le faire. Et ça, cette nekuda-là, le grec n'est pas d'accord. Alors, il te dit, Kitvu lachem, she'en lachem chelek beloke Israël. Là, je voudrais revenir sur ce que nous avons dit, justement en ce point-là,
de la différence qu'il y a entre la Chorma d'Israël et la Chorma de Yavan. La Chorma du Yavan, c'est chez un Chormat Izle la Chacham. Ça veut dire quoi? C'est la Hazout. La Hazout, comme le Maran nous l'a appris, ne pas être affecté, être l'auteur, être l'origine. D'accord? Ça j'entends. Alors que la Chorma, donc le contraire de ce qu'on appelle la Kabbalah. Et la Chorma d'Israël, c'est Kabbalah. Alors, précisément sur ce point-là, c'est exactement ce point que Yavan va traquer chez Israël. Quand ils lui disent Kitvu lachem, al keren ashror, she'en lachem chelek beloke Israël. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même étrange cette xéra. Kitvu lachem, al keren lachem chelek beloke Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je comprends les autres xérotes. Xéra de Shabbat, Xéra de Mila, Xéra de Chodesh. Chodesh, c'est tous les Zmanim, tous les Moadim. On veut empêcher le clan Israël de pratiquer, j'entends. Je veux bien voir le rationnel. Mais qu'est-ce que tu fais en écrivant Enachem Chelek Israël? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu exprimes? On parle de gens intelligents, donc il y avait qu'est-ce que c'est exprime? Alors, comprendre cela, c'est ce que signifie Enachem Chelek Beloke Israël. C'est une expression étrange. Vous n'avez pas de part en Dieu. Pourquoi Hachem, il est partagé? On a partagé à Kadosh Baruch Hu, chacun a pris un morceau, et puis vous n'avez pas pris votre morceau. C'est quoi avoir un chelek beloké Israël? C'est quoi un chelek? Un chelek beloké Israël. Alors, chelek, vous l'avez dans l'expression de la différence entre la chorma du chacham, goy, et la chorma du chacham Yehudi. Pour le Motaolam, on dit Baruch Shenatan Chorma le Basar Vadam. Pour le Yehudi, le chacham, on dit Baruch Shechalak mi Chormato lireav. Donc il y a une différence entre Netina et Chelek. Alors qu'est-ce que c'est Chelek? Chelek, c'est comme s'il partage. Mais qu'est-ce que ça veut dire partage? Dans le mot de Chelek, en fait, vous avez cette idée. Chelek, on le trouve. Alors qu'est-ce que voilà, c'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce que c'est Chelek? Chelek est associé toujours à l'idée d'héritage. Je crois que c'est comme ça que les Bnot Rachel disent. Chelek venachala. Chelek venachala. Qu'est-ce que c'est un chelek? Qu'est-ce que ça veut dire un chelek? Un chelek, c'est le principe de quelque chose comme une achala que je reçois, que je n'ai pas produit, je n'ai rien fait. En règle générale, les acquis d'un homme, eh ben, ils sont le fruit de son labeur, de son amal. Si tu es amel, tu es acquis des choses. Tu n'es pas amel, tu ne l'as pas. Mishetarach, yekabel yochal. Mishelotarach, lo yochal, c'est normal. La nachala, c'est précisément le fait de recevoir quelque chose, mais pour lequel tu n'as strictement rien fait, si ce n'est d'être mekabel. Mais c'est tout. Tu n'es pas actif dans la nachala. La nachala, c'est comme ce nachal. Nachal, ce nachal qui est ce fleuve qui coule, et il coule du haut vers le bas, et tu le reçois. Tu reçois passivement ce shefa qui te vient à toi. Il vient à toi d'un lieu beaucoup plus élevé que toi. Il ne peut pas venir d'un lieu qui te soit à même hauteur, parce que là, il n'arriverait pas jusqu'à toi. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait une descente. Donc, il faut qu'il y ait ce flux qui vient d'en haut vers toi. Et toi, tu reçois cette nachala. C'est ce qu'on fait dans les Nerot Hanouka. On essaye de rappeler ce nachal. La dit Ner Hanouka. Cette idée de nachal, c'est-à-dire cette idée de chelek où j'exprime cette passivité du sujet face à la chorma. Je ne suis pas comme le Yévani qui est az, qui se veut ne pas être affecté. Au contraire, cette chorma-là m'affecte parce qu'elle procède d'un amour qui me dépasse, parce qu'elle est l'expression d'un ratson qui me constitue. Et ce ratson me constitue. Donc je la reçois comme quelque chose qui m'affecte. C'est un chelek. Le Yévani, il dit au Yehudi, tu sais quoi, tu as envie d'étudier la Torah, moi, je n'ai pas de problème. Étudie la Torah. Nous, dans notre savoir grec, il y a tout. Il y a les sciences dures, les sciences physiques, mathématiques, biologie, chimie. Il y a les sciences, tu peux avoir la psychologie, la sociologie, il peut y avoir la littérature, tout ce que tu veux. On peut aussi étudier la Torah, c'est une science, il n'y a pas de souci. Tu peux étudier la Torah si ça t'intéresse, c'est très intéressant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, aujourd'hui, ça se fait en Israël ou dans d'autres pays. On peut étudier la Torah à l'université comme on étudie n'importe quel savoir, comme on étudie n'importe quelle civilisation. Il y a des docteurs en Torah. Docteurs en Torah, mon Rav disait, depuis qu'il y a des docteurs en Torah, la Torah est malade. Il y a des docteurs en Torah. Pourquoi pas? Tu l'étudies. Pas de problème. C'est Rav Wiesman, des Chrono du Rav, mon Rav de Strasbourg. Depuis qu'il y a des docteurs en Torah, la Torah est malade. J'avais trouvé ça très juste. Je n'avais pas compris à l'époque ce que ça vous signifiait, mais maintenant je le comprends. Oui, évidemment, on peut. Dis le Yévani, ça t'intéresse, toi, la Torah, il n'y a aucun souci. Vas-y, étudie. C'est très intéressant. Mais tu m'écris juste une chose. C'est pas un chelek. C'est pas un chelek. Tu ne le reçois pas. Tu ne le reçois pas. Il n'y a pas possible de le recevoir. C'est impossible. Hein? C'est Nahal. C'est ce que je dis. Nahal, on rappelle le Nahal. Nous, dans les Nérod de Hanouka, alors qu'ils ont été métamtem le Shemen, ça veut dire qu'ils ont été métamtem la Chorma, nous, on veut être métaer la Chorma. Et on rappelle dans la Ehara qu'on a une Chorma de Nahal, qui est la Chorma Ta'ir à Adam. Ça, c'est la Chorma que l'on veut. Donc, on a ce moment précisément où le Yévani n'accepte pas cette passivité, cette réception de la Chorma. Enechem Chelek. Chelek n'a pas. Tu veux, Vakasha. Alors, sois méise. Il faut qu'il y ait un savoir. Mais un limoud, au sens d'une Kabbalah, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce que le Yévani propose, et ce que les Mityavnim, ou bien, c'est en lieu et place du limoud Torah, qui est cette Kabbalah de la Chorma, d'être un homme de savoir. Ouais. La création elle-même, elle ne possède pas du Ratzon Hashem. Si. Alors, et pourtant, c'est pas une format qu'on doit recevoir en tant que Yehudi. On pourrait l'aborder de manière yévanite sans problème. Mais qu'est-ce que signifie que la création procède d'Hachem? Ça veut dire que la création manifeste le Ratzon d'Hachem. C'est ça ce que ça signifie. Oui, mais de ce que je veux comprendre, il fallait en comprendre ce que cela m'engage dans cette réception. Ben évidemment, sinon, alors c'est quoi? Et donc, un raton qui ne t'engage pas, c'est plus un raton. Si tu veux recevoir un raton, ben c'est un raton, c'est-à-dire, c'est pas neutre le raton, c'est un savoir qui engage, qui oblige. Non, parce que ce qui me gêne, c'est que ça veut dire que finalement, c'est pas que la Torah qu'on doit être mékabel, mais toute chose, on doit l'aborder d'une c'est ça la Torah. approche. Ben, la Torah, c'est ça. Ça commence pas au Maman Sinai, c'est que je veux dire. Et il y a marqué dans le Passouk Amnaval Velo Chacham. Et le Targum dit pourquoi vous êtes Amnaval Velo Chacham? Parce que c'est Am Shekabilu Oraita. Vous n'êtes pas Chacham parce que vous avez reçu la Torah. Je n'ai pas compris. On ne comprend rien. Je ne suis pas Chacham parce que j'ai reçu la Torah. Oui. Parce que si tu étais Chacham, tu n'aurais pas eu besoin de recevoir la Torah, tu l'aurais vu. Mais Atzmo Lama Torah, mais Klayotam, non. Il y a une possibilité oui, mais de le voir dans la Bria, comme Abraham Avinu, jusqu'à un certain point. Oui. Il n'y a plus de Kabbalah, alors. Qui? Si. Non, Abraham Avinu, il voit en lui quelque chose qui le dépasse, qui est déposé par. Il ne voit pas que c'est lui qui gêne, c'est pas lui qui génère. Il voit en lui un chov, quelque chose qui n'est pas de lui. C'est ça ce qu'il trouve. On s'en en parlera une autre fois. C'est pas du tout le mouvement grec, c'est pas qu'il est en train de découvrir. Il découvre que la chorma qu'il peut déployer l'amène à une impossibilité d'explication. Il arrive et il dit En birablomanik, c'est pas possible. Je ne peux pas, tel que je conçois le monde, comprendre ce monde. Alors après, il a besoin de Nigla et la Balabira. Oui, mais ce moment de Kabbalah, tu peux le trouver par un dibour explicite où Hachem te parle, où Hachem il peut parler à travers le monde. Là aussi, Hachem te parle. Oui, évidemment. Tu as une manière d'entendre la parole d'Hachem, pas simplement à travers un passou. C'est ça ce que demandait Mordechai. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a aussi après, ne rester passif, c'est pas bon. Après, tu dois avoir l'audace à travers cette format. Ah oui, mais c'est pas là. Voilà.
Quoi, l'autre date, Après, le Chacham, Talmidei Chachamim, ils sont Arumim Bedat. C'est pas que simplement tu reçois et tu t'arrêtes. Tu as mis tort à Limoud, tu as une audace folle de la Chorma. Mais elle procède toujours dans un mouvement d'obédience à une Chorma que tu reçois. Obédience, c'est peut-être pas le mot. Enfin, un mouvement de Kabbalah. Pas d'obédience, je sais pas, c'est trop. Mais de Kabbalah, de quelque chose que tu reçois qui est en amont de toi. Et ça, c'est le principe. Ça signifie en fait que le Yévani, il a cru en finir avec le juif en nous disant, bon, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot. Pourquoi il s'est trompé? Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'on a quand même fait la Torah et les mitzvot? Non. Parce qu'en fait, on est défini bien avant les actes que l'on fait. On est défini par le Raton Eloki qui nous définit avant même que ce qu'on fait. Ça veut dire qu'un juif est juif avant qu'il fasse quoi que ce soit. Un Yehudi qui est au niveau 0, 0, 0, 0, il est Yehudi. Qu'est-ce qu'il a de Yehudi? Parce qu'il est défini par ce Raton. Ce n'est pas lui qui se définit, il est défini, il est élu, il est choisi. Donc, la tentative du Yévani d'empêcher les clans d'Israël d'agir dans la Torah, ils se sont trompés. Ils ont agi avec Israël tel qu'ils concevaient les choses. Ils pensaient qu'Israël, c'était un autre type de Yévani, que lui aussi, il avait cette audace dans son limud Torah. Ils vont dire, ah bon, toi tu étudies la Torah, nous on fait les maths, toi tu fais la Torah, on va t'empêcher d'étudier la Torah. Oui, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est une mouracha. Cette mouracha, elle existe même si tu ne pratiques pas, tu la reçois. Elle te constitue avant même. Alors quoi? Alors c'est tout. Alors on peut se contenter de cette mouracha? Non. Il faut après, faut agir. Ça, c'est un second moment. Mais avant même que l'on agisse, avant même que l'on fasse quoi que ce soit, même lorsque on est dans une période où on n'est pas en possibilité d'être Yehudi en acte, on reste Yehudi. Vous avez les Juifs de Russie qui, pendant des dizaines d'années, des périodes énormes, n'ont rien fait. La Yerusha, la Moracha était là. Où elle était cette Moracha? Où elle était? Si tu n'agis pas, parce que la Moracha ne passe pas. Dafka ne passe pas parce qu'il y a d'actifs. Au contraire, le Talmid Chacham qui a le Talmid Chacham qui a un rapport actif d'étude, il a du mal à entendre la Yerusha. Il a plus de mal à entendre la Yerusha que celui qui n'a pas tout cela, que le Hamaharetz. Maral en parle dans les Darim. Que les banim du Talmidei Chachamim, ils ne peuvent pas devenir Talmidei Chachamim. Pourquoi? Mais la Torah, c'est une Yerusha. Alors, si c'est une Yerusha, ça doit passer de faire en fils. Ouais, mais quand tu es fils de Talmidei Chacham, tu risques fort de ne pas être Talmidei Chacham. C'est quand même dingue. Mais pourquoi? Mais parce que précisément, quand ton père est Talmidei Chacham, il a un rapport à la Torah qui n'est pas un rapport de Yerusha. Il a un rapport de Torah, c'est moi qui étudie, c'est moi qui comprends. Alors ça, c'est une chose qui ne passe pas en héritage. Et si ton père, c'est un Amaharet, son rapport à la Torah, c'est un rapport de Yerusha, donc ça passe. Ouais, non, on est tous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais ça va, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Ne nous inquiétons pas pour nos enfants en Erza, ce souci, ils ne l'ont pas. Ils ont d'autres problèmes. Et ça, non, ça va. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est ça l'idée que je voulais vous montrer. Il y a la hazout du Yévani, ne pas être affecté, c'est le contraire du prina de Mekabel Torah. Être Mekabel Chormat Torah. Et ce qui m'est important, c'est de signifier que s'il y a une différence de statut dans la Chorma entre la Chorma Yévanite et la Chorma de la Torah, c'est pas qu'on a deux manières de voir la même chose. Ça ne veut rien dire. C'est que l'on gère deux choses totalement différentes. Dans un cas, on parle de la chorma du réel, de la réalité du monde. On comprend le monde. Et là, évidemment, on est actif, on comprend, on prend, on s'empare. Et dans l'autre cas, on est mekabel le ratson. Et face au ratson, on ne peut être que passif. Parce que le ratson nous constitue comme un amont, comme quelque chose qui avant même ce que nous pouvons déployer de par nous-mêmes. Voilà, j'en ai fini.